Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle doit rendre son verdict ce samedi 19 janvier suite au recours déposé par Martin Fayulu. Pour en parler, nous recevons Maître Manjolo, porte-parole du Front commun pour le Congo. Au Burkina Faso, démission du Premier ministre Paul Kabatieba ce vendredi 18 janvier. Une démission sans grande surprise mais qui interpelle plus d'un Burkinabé sur la capacité du régime à faire face à la situation nationale. Et puis, retour sur la 12e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Rencontre qui s'est déroulée ce 18 et 19 janvier à Dakar, au Sénégal. Objectif de ce forum, relier les investisseurs mondiaux au marché africain. Contentieux électoral en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle doit se prononcer ce samedi sur le recours déposé par Martin Fayulu qui revendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre 2018 avec plus de 60% des voix. Plusieurs chefs d'État, dont les présidents de l'Union africaine, des organisations sous-régionales comme la CIRGE et la SADC, ont demandé de suspendre la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle. Une délégation est par ailleurs attendue ce lundi à Kinshasa, un positionnement salué par Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka. Écoutons-le. Je me réjouis de ce que les chefs d'État et de gouvernement de notre continent, qui se sont réunis à Addis Abeba le jeudi 17 janvier en cours, dans le cadre de l'Union africaine, ayant constaté des sérieux doutes sur la conformité des résultats publiés par la CENI, préoccupés par la crise électorale dans notre pays et animés par les soucis de justice, de paix et de stabilité aussi bien de la RDC que de la région, ont demandé de surseoir à la procédure en cours devant la Cour constitutionnelle. Lamuka salue la venue à Kinshasa dans les tout prochains jours d'une délégation de haut niveau de l'Union africaine en vue de prendre contact avec toutes les parties prenantes. Chers compatriotes, je vous demande tous de contribuer à la réussite de cette initiative fraternelle de paix que commande la sagesse africaine, la raison et l'esprit de justice. Pour notre part, Lamuka et moi-même, nous vous assurons que nous sommes très ouverts et disposés à contribuer activement à la recherche dans la vérité des solutions à cette crise inutile. Nous recevons sur ce plateau Maître Guillaume Manjolo, porte-parole du Front commun pour le Congo. Donc avec lui, nous allons évoquer les résultats des élections du 30 décembre, mais aussi les contestations nombreuses de ces résultats. Maître Manjolo, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors votre réaction suite à la conférence de presse de Martin Fayulu? Il y a quelques incongruité qu'on peut remarquer par rapport à ce qu'il dit. Lorsqu'on a des prétentions de gérer la République, on doit se focaliser sur les fonctionnements réels des institutions, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Il s'avère simplement que Martin Fayulu confond une réunion de haut niveau qui s'est tenue à Addis Abeba et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce sont deux choses différentes. La réunion de haut niveau émet des avis simplement par rapport à une situation dans un pays donné, mais n'a pas des caractères contraignants dans un pays. Ça n'existait pas. Donc ce n'est pas la conférence des chefs d'État et des gouvernements, mais plutôt une réunion de haut niveau de quelques chefs d'État. Mais parallèlement à cela, pour corriger un peu ce qui avait été dit précédemment, il s'avère simplement qu'au niveau de la SADC, la double troïka de la SADC a tenu une réunion avec un communiqué précis. C'est une instance à laquelle la RDC appartient et qui a dit qu'il y a nécessité de souveraineté et de non-ingérence. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est les termes qui sont employés partout, tant par Trump que par tout le monde. Et dans ce même mouvement, on a entendu ça aussi aujourd'hui, Guterres l'a dit dans les mêmes termes. Ce qui fait que cette réunion de haut niveau, qui n'est pas la conférence des présidents, n'a pas autorité. Et même si c'était le cas,
les institutions de la République, notamment la Cour constitutionnelle, n'a pas à se soumettre à qui que ce soit par rapport à ça. Ça n'existait pas nulle part au monde. Donc instruire ou donner instruction à une institution comme la nôtre, la Cour constitutionnelle, pour dire arrêtez, ne faites pas parce que nous sommes en train d'arriver, ça ne veut rien dire du tout. Sur le plan interne, notre Constitution ne permet pas cette option-là, il n'y a aucune possibilité. Et d'ailleurs, qui le ferait ? Les chefs d'État n'ont pas autorité pour pouvoir dire à la Cour constitutionnelle de s'arrêter. Martin Fayulu a quand même le soutien de l'Union africaine. Ça peut émettre des doutes aussi sur la crédibilité de la CENI. Non, la CENI c'est une chose, madame. Je peux comprendre tout à fait qu'on puisse reprocher à la CENI de ne pas avoir fait son travail utilement. On peut le comprendre. Et il y a une procédure de contentieux devant la Cour constitutionnelle, qui est une instance judiciaire, qui a autorité pour pouvoir non seulement se saisir de ce type d'affaires, mais donner la suite par rapport au fonctionnement de la République. On ne peut pas y toucher. Donc, la séparation de pouvoir, l'esprit des lois de Montesquieu s'applique ici en l'espèce. On ne peut pas. Le positionnement de la majorité présidentielle que vous représentez? Notre positionnement est tout à fait simple, c'est-à-dire qu'on attend que la Cour constitutionnelle se prononce sur l'issue qu'elle entend pouvoir nous présenter. Est-ce que X ou Y a gagné réellement ou pas? Faut-il les recompter les voix ou pas? Il appartient à la Cour de manière souveraine, prétorienne, de pouvoir nous présenter la situation. Et à personne d'autre, ni en France, ni en Belgique, et encore moins à l'Union africaine. Donc la séparation de pouvoir fonctionne de cette façon-là. Et nous avons souscrit en tant que RDC de mettre en place une constitution avec un respect absolu. Voyez-vous, nous sommes le seul pays de l'Afrique centrale qui fonctionne encore utilement. Les gens qui ont des prétentions de venir en RDC pour proposer des pistes de solutions sont les mêmes qui ont modifié leur constitution et personne n'a rien dit, aussi bien au Rwanda qu'au Congo-Brazzaville. Et ce sont les mêmes qui ont les prétentions de venir nous donner des leçons de démocratie, alors que la RDC vient de connaître 3 élections et un chef de l'État qui n'a pas... Maître Guillaume Mangelo, si les résultats sont confirmés, il devra faire face, Félix Tshisekedi, à une cohabitation historique, majoritairement acquis au FCC. Quelle sera véritablement sa marge de manœuvre? Malheureusement, tout ça est réglé par la Constitution, madame. Notre Constitution fonctionne un peu comme celle française. Les présidents est élu au suffrage universel, mais pour pouvoir gérer, il lui faut la majorité au niveau du Parlement. S'il ne l'a pas, il va cohabiter. Alors on a 2 solutions. Soit on fait la cohabitation en tentant d'organiser un gouvernement d'union nationale, on fait la coalition en tentant d'organiser un gouvernement d'union nationale, soit on fait la cohabitation. C'est-à-dire que c'est les gouvernements qui gèrent. Il y a des matières spécifiques, notamment la défense et l'armée, qui est sous l'autorité du chef de l'État, mais les restes, c'est au gouvernement. C'est ça les 2 formules qu'on a. Ce sont là les 2 formules qu'on a au niveau de notre Constitution. Et qui aura véritablement la main, en fait? Ah oui, ça dépend de ce que proposent les uns et les autres. Si Félix Tshisekedi, si jamais il est retenu par la Cour constitutionnelle et qu'il accepte de faire la coalition, on fera la coalition avec lui. On est ouvert à faire la coalition avec lui. S'il désire faire la cohabitation, alors il y aura la cohabitation, c'est-à-dire que le gouvernement aura autorité sur toute la matière, sauf bien entendu dans le domaine militaire, donc de la défense et de la diplomatie, qui est réservé au chef de l'État. Pour les restes, il appartiendra, tout comme en France, de pouvoir gérer. On a vécu ça ici, avec Jacques Chirac et Mitterrand, avec Jospin et Jacques Chirac, avec Balladur et Mitterrand. Donc on vivra la même chose. C'est ça la cohabitation, c'est prévu. Donc vous êtes ouvert au dialogue? Nous sommes ouverts au dialogue par rapport à la gestion. Si on doit gérer de manière pacifique, on doit déjà saluer une chose extraordinaire, madame, si vous permettez. Depuis 1960, on n'a pas eu de transition pacifique du pouvoir ou des transferts pacifiques du pouvoir. Chaque fois, les chefs de l'État en exercice a été assassiné. On a commencé par assassiner Lumumba qui avait gagné les élections. Et on l'a assassiné pas par les Congolais, par un pays étranger. On sait de qui il s'agit. Donc aujourd'hui, nous tentons de faire au mieux de nos possibilités pour faire avancer ce pays. C'est une jeune démocratie avec énormément d'aspérité dans la gestion, mais qu'on admette quand même qu'on a fait des grands pas que personne autour de nous dans la région CEAC a pu accomplir. Merci beaucoup, Maître Guillaume Mangelo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front commun pour le Congo. Merci. Bonsoir. Dans le reste de l'actualité, Ange Radzouel, le nouveau président malgache, a prêté serment ce 19 janvier 2019. Une cérémonie républicaine a été organisée à cette occasion dans la capitale Tananarive. Des chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à cette cérémonie présidée par le président de la Haute Cour constitutionnelle, dont notamment le président guinéen Alpha Condé ainsi que son homologue comorien Azali Assoumani. Lors de son discours à la nation, le nouveau président malgache
malgache s'est fixé comme objectif de rattraper le retard de développement de l'île en 5 ans. Il a promis de combattre la corruption et de veiller à l'orthodoxie financière dans les administrations. Au Burkina Faso, le Premier ministre Paul Kabatieba a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce vendredi 18 janvier. Une démission acceptée par le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Paul Kabatieba était en poste depuis janvier 2016, depuis la toute première équipe gouvernementale du chef de l'État actuel. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. C'est officiel depuis ce vendredi. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba a présenté sa démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Une démission sans véritable surprise pour les Burkinabés, eu égard à la rumeur persistante ayant précédé le communiqué gouvernemental. Il y a un problème qui se passe entre eux, on ne comprend pas. Mais je veux seulement que le gouvernement n'a qu'à voir comment il peut gérer cette situation rapidement pour que ça aille. Cette démission du Premier ministre intervient 3 ans après sa première prise de fonction début janvier 2016. Arrivé dans un contexte sécuritaire et économique difficile, c'est sous son autorité que certaines crises ont été gérées, notamment l'attaque de l'état-major des armées, les affrontements de Yirgou, de Nafona ou encore de Orodara. On citera également la tenue de grands débats nationaux, à l'instar de celui relatif au fonds commun. Il y a eu les infrastructures routières sur le plan des écoles, mais aussi au niveau de la santé. Par moments, qui connaissent des difficultés, comme la gratuité des soins, qui connaissent des difficultés, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Il y a aussi, comme je l'ai dit, la voirie qui se développe, avec par moments des marchés mal accordés ou bien mal exécutés. Mais bon, là, il aura reçu aussi le pari d'avoir joué sa partition pour le Burkina Faso. Les jours prochains s'annoncent décisifs pour le président Roch Marc Christian Kaboré. Le peuple s'impatiente. Il devra sans doute faire preuve de fermeté dans la formation du nouveau gouvernement afin de s'assurer d'une réélection en 2020. La 12e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique à Dakar, capitale sénégalaise, s'est clôturée. Objectif de cet événement, relier les investisseurs mondiaux au marché africain, l'impact de l'agriculture sur le développement soutenu de l'Afrique et les mécanismes pour augmenter le taux de pénétration des produits agroalimentaires africains sur le marché étaient au cœur des débats. Reportage Marcel Farba-Maoun. La 12e édition du Forum et Gala de l'intégration africaine, organisée par le FOGECA, Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence en Afrique, se tient à Dakar, au Sénégal. Pour la première journée, le 18 janvier, les personnalités africaines et internationales qui y ont pris part ont rappelé les potentialités et les opportunités économiques qu'offre le continent en termes d'investissement. En vous conviant à cette manifestation, le FOGECA que j'ai l'honneur de présider voudrait une fois de plus démontrer son engagement résolu à poursuivre son action en vue de contribuer de façon significative au processus de développement de l'Afrique à travers l'intégration progressive de nos économies et une diversification dynamique de ses partenaires. Depuis 10 ans, un réel dynamisme économique et social s'est installé en Afrique. Divers domaines, aussi riches que variés, sont ainsi promus. L'agriculture, les ressources minières, sans oublier les technologies de l'information et de la communication, entre autres. Des secteurs qui se heurtent en grande partie aux problèmes de financement. Les acteurs bancaires font de la transformation de l'épargne. Ils collectent des ressources qu'elles transforment en crédits destinés à financer l'économie. Et quand on regarde le taux de bancarisation dans notre région, il est très faible. On parle de taux de bancarisation qui est entre 10 à 15%, ce qui ne constitue pas suffisamment de volume pour pouvoir adresser des financements en quantité suffisante pour l'économie. Créé en septembre 2007, le FOGECA réunit en son sein plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques africains issus des entreprises, des sociétés publiques et privées pour traduire en actes une vision commune du développement de l'intégration économique de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.